Car bonjour Aurore Berger, bienvenue. Vous êtes ministre délégué auprès de Gabriel Attal, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous étiez au banc des ministres hier, vous n'êtes pas encore très nombreux à avoir assisté à ce discours de politique générale. Vous l'avez trouvé comment? J'ai trouvé engagé, j'ai trouvé solide, et je crois que c'est ça qu'on attend, c'est-à-dire on attend d'un Premier ministre qui déroule une feuille de route précise, à la fois qui s'inscrive dans les pas du cap qui nous a été fixé par le président de la République, mais qu'on ait une feuille de route qui soit délivrée à l'ensemble des membres du gouvernement, de la majorité, et puis qui invite aussi à un élargissement potentiel de cette majorité, parce que, on le sait bien, dans le cas d'une majorité relative, on aura aussi besoin évidemment d'opposition constructive, exigeante, mais constructive. Personnellement, pour ce qui est de votre portefeuille, vous avez entendu quoi comme cap alors? On a parlé, évidemment, il l'a redit, puisque c'était quelques minutes après la question de l'IVG dans la Constitution, je pense qu'on y reviendra, la question évidemment des droits des femmes, de la lutte contre les discriminations. Il a conclu d'ailleurs son discours là-dessus. C'était le programme originel qu'on a porté en 2016-2017, ce qu'on appelait la lutte contre les assignations à résidence, c'est-à-dire que, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son adresse, eh bien, à un moment, ce qui compte, c'est tout simplement la République, et qu'on ait les mêmes droits, les mêmes capacités, la même égalité des chances. Et c'est là-dessus qu'il a conclu son discours, parce que ça doit irriguer toutes les politiques. Mais est-ce que le rappeler, ça n'est pas reconnaître en creux que ça n'a pas été fait? Que 7 ans de macronisme n'ont pas suffi, qu'il faut donc un discours puissant pour rappeler quelle a été l'essence? Je rappelle à nos téléspectateurs que le livre programme du président de la République en 2016 s'appelait Révolution. La révolution, elle a vraiment eu lieu, Aurore Berger? Elle a eu lieu parce que le simple fait d'avoir un Premier ministre qui appartient à cette génération-là, vous l'avez dit vous-même, est la démonstration qu'encore une fois, la vie politique, elle a 7 ans plus tard muté. Il aura fallu 6 ans pour avoir une femme à Matignon, puis 7 ans pour avoir un jeune Premier ministre. Sauf que le seul qui l'ait fait, c'est Emmanuel Macron en l'espèce. Donc ça veut dire qu'il y a eu cet engagement-là extrêmement clair et fort qui a été porté. Et surtout, il y a eu des réussites. C'est-à-dire, encore une fois, Gabriel Attal et moi, on appartient à une génération où on pensait que le chômage de masse était le seul horizon de notre génération. On a réussi à le mettre derrière nous. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus une préoccupation et que les préoccupations, elles se décalent sur d'autres enjeux. Et c'est cela dont on a parlé. La préoccupation notamment principale la question des Français, du travail. c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. Oui, mais le pouvoir d'achat, vous l'obtenez par quoi d'abord? Vous l'obtenez d'abord par la capacité à avoir un emploi et un travail qui rémunère. La meilleure protection du pouvoir d'achat des Français, c'est d'abord le travail et sa rémunération. Mais donc, avant, il fallait pouvoir accéder à un emploi. Encore une fois, on appartenait à une génération, notre seul horizon, c'était le chômage de masse. C'était l'angoisse de nos générations, de nos parents, de nos grands-parents pour nous. On en est sortis. Notre enjeu aujourd'hui, c'est la question du tassement des rémunérations, du tassement des salaires, ce qu'il a appelé la désmicardisation de notre pays, qui est absolument déterminante. D'un mot, parce que ce n'est pas votre spécialité ni votre portefeuille, mais les agriculteurs continuent d'être en colère. On suit ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que Gabriel Attal a dit suffisamment? Ça n'a pas convenu pour l'instant à la FNSEA. Alors, déjà, il a dit qu'il y aurait d'autres annonces qui seraient portées, qui seraient faites dans les heures et dans les jours qui viennent. Moi, je pense surtout que les agriculteurs, aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes. Ils sont un peu perdus et un peu paumés par rapport à 1000 injonctions contradictoires qu'on leur fait, y compris nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que consommateurs. On ne peut pas, le matin, dire qu'il faut promouvoir les enjeux environnementaux et le bien-être animal, et l'après-midi, refuser d'acheter français et de payer quelques centimes de plus pour acheter des produits qui sont des produits de qualité. Notre agriculture, elle a une valeur, tout le monde le dit. Mais ça veut aussi dire qu'elle a un coût. C'est ce qu'on a fait dans la loi. On a protégé justement le coût de la matière première agricole. Mais la loi n'a pas été appliquée. La loi, elle est appliquée dans toutes les filières où cette loi existe, la loi Egalim 2. S'il faut des contrôles supplémentaires, eh bien ces contrôles seront faits. Ça a été annoncé d'ailleurs pour qu'il y ait des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Quand vous êtes une entreprise qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2%, c'est colossal. Donc ça veut dire que ce sont des sanctions suffisantes pour faire en sorte de vérifier évidemment que la loi soit appliquée, mais c'est aussi à nous, consommateurs et citoyens, d'avoir un discours parfois cohérent pour soutenir nos agriculteurs. Madame Berger, vous êtes ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations. Est-ce que vous pouvez commencer par votre propre gouvernement? 14 ministres, 7 femmes, 7 hommes, mais tous les postes régaliens les plus importants, or les ministères de Madame Vautrin sont occupés par des hommes. À nouveau par des hommes. Attendez, ça dépend comment vous hiérarchisez les priorités. Quelles sont les priorités? La justice, l'intérieur, Matignon, tout ça sont des postes occupés par des hommes. Les priorités qui sont édictées par les Français eux-mêmes, c'est quoi? Le travail, la santé, l'éducation. Ce sont des femmes qui occupent ces postes-là. Donc on ne peut pas dire que ce soit des postes mineurs et de relégation. C'est pas vrai. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la justice, l'intérieur, Matignon à nouveau, les armées, tous ces postes sont à nouveau occupés par des hommes. Les affaires étrangères. Les postes qui sont aussi clés dans la vie des Français, dans le quotidien des Français, sont aussi portés par des femmes. Et encore une fois, le sujet, il n'est pas là. On a un gouvernement qui est paritaire, qui sera complété, vous le savez, le président de la République l'a annoncé, et qui va donc rester paritaire depuis le premier jour, depuis 2017. À chaque remaniement,
les gouvernements sont restés paritaires, ce qui n'avait pas toujours été le cas, voire rarement été le cas. Et Emmanuel Macron avait promu, vous le savez, une femme première ministre au début de ce quinquennat, avant de promouvoir Gabriel Attal. Et puis surtout, ce qui compte pour les Français, à mon avis, c'est pas quelle femme ou quel homme à quel poste, c'est la politique qu'on mène. Non, mais c'est d'abord la politique qu'on mène sur les enjeux d'égalité. Oui, mais vous êtes vous-même à la tête d'un ministère et dans lequel les symboles sont extrêmement importants. Ok, mais les symboles, au-delà du nombre, au-delà des femmes, et nous sommes quelques femmes dans ce gouvernement, et je crois que nous comptons et que nous savons faire de la politique, c'est aussi concrètement comment on fait avancer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et hier, je suis désolée, quand on parle des métiers de première ligne qui sont d'abord exercés par des femmes, et quand on parle de désmicardiser la France, les premières qui vont pouvoir en bénéficier, ce sont les femmes, parce que ce sont elles qui occupent ces postes. L'Assemblée nationale s'est prononcée donc en faveur de la liberté garantie pour une femme d'avoir recours à l'IVG dans la Constitution. Le texte va au Sénat. On sait ce qui va se passer au Sénat. Le président Larcher l'a expliqué. Il ne veut pas que la loi fondamentale devienne un catalogue, je le cite, de mesures sociétales. Mais déjà, je respecte le président Larcher, mais il ne sera pas seul à décider. Il y aura un vote du Sénat, un vote souverain du Sénat. Et vous le savez... Est-ce que ça, c'est pas un point de vue de vieil homme blanc, ça, pour le coup? Non, je pense que ce serait caricatural de dire ça. Il a dit son attachement à l'IVG. Donc il ne faut pas non plus lui faire de faux procès. En revanche, le Sénat s'est déjà prononcé et a déjà donné une majorité au fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Moi, ce que je dis, c'est hier, c'était un moment historique qu'on a vécu à l'Assemblée nationale. Un projet de loi constitutionnel de consensus politique. Moi, quand j'avais porté au tout début cette proposition de loi, on m'avait dit ça n'aboutira jamais, ce ne sera pas soutenu. Et j'avais dit clairement, vous verrez, avant la fin du quinquennat, nous aurons réussi à modifier notre Constitution pour garantir cette liberté fondamentale des femmes. Il y aura les deux tiers du Parlement réunis en Congrès. Il y aura les voix. Regardez le nombre de voix hier à l'Assemblée nationale. 493. Ça veut dire qu'il en manque combien? Il en manque 62. Il manque 62 voix de sénateurs pour garantir qu'au Congrès, nous puissions adopter ce projet de loi constitutionnel et modifier notre Constitution. Donc moi, je le dis aux sénateurs, il y a eu un moment historique hier qui s'est produit à l'Assemblée nationale. On a été au rendez-vous pour les droits des femmes, pour la liberté des femmes. Encore une fois, ce qui se passe ailleurs de notre pays pourrait demain se passer en France. Il faut arrêter de penser que la France, par principe, serait protégée de toute régression, y compris sur des enjeux aussi fondamentaux que le droit à disposer de nos corps. Donc il faut que le Sénat, et je l'espère, soit au rendez-vous. Madame Berger, encore un point. Il y aura là, tout début du mois de février, un hommage aux familles, aux victimes du Hamas au cours de l'attaque terroriste du 7 octobre. Plusieurs familles ont dit leur opposition à la présence de représentants de la France insoumise. Réponse à leur propre déclaration, puisque certains, Madame Panot par exemple, a affirmé vouloir se rendre à cet hommage. Moi, je pense qu'il faut que les députés de la France insoumise interrogent leur propre conscience. Quand les familles elles-mêmes, des 41 Français qui ont été assassinés par des terroristes islamistes, ce que le LFI refuse de considérer comme du terrorisme islamiste, je crois que la décence voudrait qu'ils ne soient pas là. Légalement, on ne peut pas les empêcher d'être là. Mais leur conscience pourrait peut-être leur dicter de ne pas être là et tout simplement de respecter les volontés des familles qui ont été endeuillées, qui souffrent, des familles d'otages qui attendent encore le retour tout simplement de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs. J'ai rencontré hier des femmes qui ont été témoins, qui ont vu ce qui s'était passé, qui ont vu les corps mutilés. Et je peux vous dire que vous êtes durablement marqués quand vous entendez ces témoignages. On n'a pas trop tardé à rendre hommage à ces victimes, Madame Berger. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu des appels récurrents pour dire on a l'impression que ces gens n'ont pas existé. Mais ils ont existé. 41 Français ont été assassinés par des terroristes islamistes en Israël. Et donc, évidemment que la France doit leur rendre un hommage national et l'hommage qu'ils méritent. Et je le dis aussi sur la question des droits des femmes, et je le dis aussi à certaines associations, parce que au regard des violences qui ont été perpétrées à l'encontre des femmes, des exactions, des mutilations, des viols que ces femmes ont subis, le viol utilisé comme arme de guerre, clairement par le Hamas, aucune féministe ne doit manquer pour condamner très clairement ce qui s'est passé. Il y a eu trop peu de voix pour s'élever et pour dire clairement ce qui s'était passé et ce que ces femmes avaient vécu. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce matin.